Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais un petit rappel, un extrait de cours concernant quelque chose que j'ai appris en master, en deuxième année de master, sous les enseignements du professeur Bruno Arfib. Je crois que ça s'écrit comme ça, je ne sais plus s'il il enseigne toujours. Je vais vous parler de quelque chose que je trouve assez passionnant. C'est une ramification des sciences de l'hydrologie et de la géomorphologie, qui sont des sciences passionnantes, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus, je vais essayer d'aller directement à l'essentiel. On va parler aujourd'hui de porosité et de perméabilité, parce que mine de rien, ce sont deux notions, si vous les comprenez, si vous les maîtrisez entre guillemets, eh bien vous pouvez quasiment comprendre, enfin vous commencez à comprendre les paysages, enfin une grande partie des paysages, de la vie, de la dynamique de la vie, de l'évolution des paysages à des échelles quasiment scalable, fractales. Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. On va commencer par la porosité. Donc imaginez ce cube là, un échantillon. Je fais un cube, il n'y a aucune pierre qui a la forme d'un cube, mais on va s'intéresser au niveau théorique aux paramètres physiques, physico-chimiques de chaque roche. Il y a des roches qui sont poreuses. Poreuses, ça veut dire qu'en fait, elles contiennent beaucoup de bulles ou d'espaces, plus précisément pas des bulles, on va plutôt dire des espaces remplis d'air, donc un mélange de gaz. Ce qui fait que le volume d'air qu'elles contiennent par rapport à leur volume total est important. Ça, c'est une roche poreuse. Et une roche perméable, ce n'est pas la même chose. Une roche perméable, c'est une roche qui, par exemple, contient des possibilités pour l'eau de la traverser facilement. Plus l'eau peut traverser la roche, quelle que soit la direction, plus elle est perméable. Alors, la perméabilité, donc, va être permise soit par le fait que certaines pierres sont en fait des accumulations de minces couches, des espèces de strates, à la faveur des cristaux qui dépendent de conditions de la formation de la roche, de sa composition chimique. L'eau va pouvoir passer, là on parle quand même au niveau moléculaire ou quasi moléculaire, l'eau va pouvoir passer et réguler. Donc là c'est un petit peu orienté, c'est effectivement il y a un sens de circulation privilégié. Je passe en représentation en deux dimensions. Les grandes choses qui permettent aussi la perméabilité, ce sont les failles. C'est le fait de l'existence de plein de failles, que ce soit des failles visibles à l'œil nu ou des micro-failles. Typiquement, si vous habitez dans la Provence calcaire, donc une bonne partie du sud de la France, vous avez déjà observé des blocs de calcaire ou des dalles de calcaire. C'est une roche très très affectée par des fissures de plein de dimensions différentes. Et donc, elle est perméable. Vous avez aussi le grès. Le grès, de manière très simplifiée, c'est du sable compacté, les grains de sable sont collés, bon pas très puissamment d'ailleurs, il y a des grès qu'on peut gratter rien qu'avec l'ongle et faire décoller le sable. Eh bien, vous imaginez bien que quand on colle des grains de sable les uns aux autres, en plus de manière pas très solide, il y a plein de failles, il y a plein de passages pour l'eau. Et donc, c'est pour ça que les bâtiments en grès s'érodent rapidement. Comme le grès, c'est une roche, c'est une pierre qui laisse passer l'eau, elle s'érode très facilement, puisque l'eau, c'est un solvant, elle ne contient donc pas que de l'eau, elle contient des solutés dissous, et donc quand les blocs de pierre sont perméables, les solutés dissous dans l'eau, qui passent au travers de la roche, ces solutés vont avoir la possibilité d'aller réagir chimiquement, même au plus profond de la pierre, même au plus profond des dalles de roche, des cubes, des pavés droits de roche. Et en plus, l'eau arrache des micro-quantités de pierre à chaque passage. Alors, j'aimerais ouvrir une parenthèse sur le château de Chambord. Je vous parle du château de Chambord parce que c'est un exemple emblématique, s'il en est, de magnifiques constructions en pierre de tuffeau. Ce château, c'est à la fois une des plus grandes fiertés de la France, et moi je trouve c'est une aussi des plus grandes hontes pour les Français. Pourquoi ? Parce que la pierre de tuffeau, c'est une roche qui est à la fois poreuse et perméable. Malgré ça, elle a été très utilisée parce que très abondante, notamment dans le pays de la Loire, dans tout ce qu'on appelle le pays de la Loire, et en plus parce qu'elle est
relativement légère, plus facile à transporter et à tailler, parce que précisément, elle est plus poreuse que bien des roches. Mais c'est une honte parce que, en un sens, c'est vraiment une belle bêtise d'utiliser cette roche en matériau de construction. Parce que, étant perméable, déjà, elle protège mal les habitants de la pluie, puisqu'elle laisse passer l'eau. Elle s'érode très, très rapidement. Et en plus, en matériau de construction, au niveau isolation thermique, on préférerait une roche poreuse, mais pas perméable. C'est-à-dire une roche qui enferme de l'air et qui ne laisse pas ces bulles d'air, entre guillemets, bouger. Comme un mur de briques, un petit peu. Les murs de briques, ce sont des murs qui renforment des alvéoles d'air encapsulés dans des couches solides de roches. Donc je vous recommande d'aller visiter le château de Chambord, puisque vous y découvrirez qu'en effet, c'est un endroit magnifique, mais c'est un château qui a surtout décimé les plus grandes fortunes françaises, fortunes royales, à cause notamment de ce choix de la pierre de tuffeau qui est poreuse et perméable, à cause de cette pierre qu'on trouve aussi dans bien des cathédrales. À cause de ça, ce château doit être constamment rénové, puisque sa pierre souffre très mal des affres du temps, elle s'érode très rapidement. En plus, à cause de ce choix de pierre, c'est un château qui est constamment humide et froid. C'est un endroit dans lequel il était particulièrement dur de vivre, même quand on était extrêmement fortuné. Certains rois de France y sont cassés les dents. Et en visitant le château de Chambord, vous y découvrirez qu'effectivement, les habitants les plus fortunés, les plus déterminés à vouloir y vivre, malgré leur fortune, se sont tous résignés, tôt ou tard, à cause de la situation en hiver. Et vous voyez au travers de cette petite parenthèse comment comprendre la porosité et la perméabilité peut impacter votre regard sur le monde. L'intelligence de la noblesse et de la royauté viennent d'en prendre un coup. Et donc c'est pour ça que par exemple, j'essaierai de vous retrouver dans la vidéo, je vous mettrai dans la description sous la vidéo, un apiculteur, je crois, ou quelqu'un passionné par l'apiculture qui utilise du granit et qui va disposer de l'eau sur une dalle de granit pour les abeilles. Évidemment, il ne peut pas faire ça dans un bloc de calcaire ou de grès parce que l'eau partirait immédiatement. Elle traverserait la roche. Tandis que le granit, en fait, c'est un magma qui a remonté en direction de la croûte terrestre en ayant le temps de solidifier doucement, par opposition au basalte, qui est du magma qui remonte très très brutalement et qui donne une roche très fragile au contact de l'air ou de l'eau, parce qu'elle refroidit trop rapidement. Le granit a cette particularité qu'il est imperméable. L'eau ne peut pas le traverser. Et donc, il faut bien comprendre qu'il y a des roches poreuses, c'est-à-dire qu'une proportion importante de leur volume est constituée d'air. Ce n'est pas du vide, c'est juste de l'air. Mais la matière, entre ces bulles, entre guillemets, ces interstices remplis d'air, elle est imperméable. Donc l'eau ne peut pas passer. Donc, quand vous vous intéressez dans un paysage à la dynamique de l'eau, à comprendre comment l'eau, où se trouve l'eau, comment elle se déplace, il faut bien comprendre ces distinctions, parce que vous pouvez avoir des roches non poreuses, mais perméables, donc l'eau va pouvoir passer facilement, rapidement, et vous avez de l'autre côté des roches qui sont poreuses, c'est-à-dire qu'elles contiennent beaucoup d'air, entre guillemets, mais l'eau ne peut pas les traverser ou très très mal. L'eau va stagner, va chercher d'autres chemins. Ce qui veut dire aussi, entre parenthèses, que si vous trouvez une roche qui est particulièrement légère, c'est probablement parce qu'elle est très poreuse, mais ça ne veut pas dire qu'elle permettra à l'eau de passer. Alors bien sûr, il y a des roches qui sont à la fois poreuses et perméables, bien sûr. J'ai voulu faire un épisode rapide sur la perméabilité et la porosité parce que je trouve que c'est quelque chose que tout le monde peut assimiler indépendamment de son niveau de connaissance, de son niveau d'études. Et rien que comprendre la subtilité entre porosité et perméabilité peut considérablement impacter votre vision du monde extérieur. Je trouve ça très intéressant. Si vous avez apprécié ma démarche et que vous trouvez la distinction entre les deux notions intéressante, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si ça vous intéresse d'avoir davantage d'accès à des brides d'informations scientifiques, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la playlist de tous mes épisodes dans l'ordre chronologique.